Donc j'appelle à la tribune Monsieur Florian Blasi, directeur adjoint de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, Marc Philippon, directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire, Irbot Degani-Hazard, avocat et médiateur, membre du Conseil de l'Ordre de Paris et expert en médiation auprès du Conseil national des barreaux, et Didier Artus, président de chambre au tribunal administratif de Poitiers. Bien, bonjour à tous. En tout cas, merci de nous rejoindre pour cette première table ronde consacrée à la fonction publique. Après avoir un peu examiné et fouillé un peu le rôle des différents acteurs à travers la première table ronde. Parmi le public, je pense que c'est un domaine où on est persuadé que la médiation a une place tout à fait importante dans le cadre de règlement de litiges. Je pars de deux évolutions que nous sentons dans les tribunaux administratifs. D'une part, de plus en plus de recours sur l'imputabilité au service de maladies que je pourrais relier aux risques psychosociaux, et d'autre part, un développement considérable des dossiers contentieux de harcèlement moral. C'est une tendance très très lourde que nous enregistrons dans la juridiction administrative. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'il est finalement si facile d'envisager des médiations entre un fonctionnaire, un agent public et son employeur? Nous allons essayer de creuser un peu ce sujet. Alors, monsieur le directeur général de l'administration et de la fonction publique, vous avez bien voulu accepter de participer. Le nombre des agents publics, des fonctionnaires, tout le monde le sait, dans notre pays est considérable. On en voit encore quelques exemples dans la rue ces temps derniers. Est-ce que le ministère de la fonction publique, est-ce que la direction générale conduit une politique en la matière? Et est-ce que vous avez des exemples particuliers à nous donner en matière de développement de la médiation en direction donc de ce contentieux un peu délicat? J'ai toujours coutume de dire que nous sommes les juges des prud'hommes des fonctionnaires. Est-ce que vous avez une politique en la matière, monsieur le directeur général? Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. C'est très précieux pour moi d'entendre des praticiens de la médiation, d'avoir cet écho du terrain. En fait, j'ai un message principal à passer, ça répondra en partie à votre interrogation. C'est que la médiation, pour nous, a vocation à devenir un outil incontournable d'une gestion des ressources humaines modernes au sein de la fonction publique. Alors quand même, sans être trop long, mais rappelons la difficulté que ça peut signifier de mener une médiation en matière de fonction publique. Ça a été rappelé à plusieurs reprises, c'est pas forcément naturel pour l'administration, mais ça l'est peut-être encore moins quand il s'agit de questions internes. La raison de principe, elle est évidente. Le fonctionnaire est placé dans une situation statutaire et réglementaire, mais il peut y avoir aussi des difficultés d'ordre plus culturel et peut-être aussi de fonctionnement très, très concret. La difficulté sans doute, c'est qu'il peut y avoir une méfiance envers un processus qui peut aboutir à un traitement différencié des agents. Il peut y avoir aussi la volonté de s'en référer au juge administratif, puisque historiquement, la gestion des ressources humaines dans l'administration, c'est davantage, et c'est ce qu'on cherche à changer, appliquer des règles. Et donc s'il s'agit d'appliquer des règles, finalement il n'y a pas forcément d'espace pour la médiation. Et puis les agents comme l'administration, et particulièrement l'administration, peut considérer que c'est confortable de s'inscrire dans une procédure juridictionnelle, cadrée, écrite, avec peut-être la perception, et d'éviter la perception d'une médiation comme une forme d'ingérence dans des gestions internes. Alors cela dit, voilà, c'est la situation peut-être historique, naturelle, et on voit bien pourtant que la médiation devient incontournable, et sans doute ce n'est pas un effet de mode. Enfin, on pense que ça serait dans un mouvement profond. Et s'il y a une réalité juridique qui reste la réalité du moment, le fonctionnaire est toujours placé dans une situation statutaire et réglementaire, il y a une réalité humaine qui s'impose à nous, c'est que les agents publics souhaitent un fonctionnement moins vertical avec les employeurs, ils veulent plus de transparence, plus de communication directe,
Autant la médiation, elle peut déjudiciariser la relation, elle peut aussi aider à déjuridiciser la relation entre l'administration et l'agent. Et pour répondre plus directement à votre question, elle nous paraît s'inscrire parfaitement dans ce que nous souhaitons faire en matière de transformation de la fonction publique, et notamment la transformation publique telle qu'engagée par la loi du 6 août dernier. Et je prendrai 2 exemples pour vous montrer à quel point la médiation soit sera un atout pour réussir cette transformation de la fonction publique, soit s'inscrit parfaitement dans cette démarche. La première chose, c'est la fin des avis obligatoires des commissions administratives paritaires sur les mobilités dès 2020 et sur les promotions des fonctionnaires dès 2021. Et on voit bien que ces CAP étaient une forme de régulation qu'il va falloir en inventer une autre. Alors, évidemment, la médiation n'a pas vocation à se substituer, à être généralisée, hein, ça n'est jamais l'idée, mais elle pourrait être un outil en complément d'autres. Pour nous, cette fin des avis obligatoires des CAP, ça impliquera que les managers auront un travail d'explication, d'explicitation de ce qu'ils font, de leurs décisions. Il y aura aussi tout un travail de transparence des critères. C'est ce que nous souhaitons faire avec les lignes directrices de gestion qui seront objet de dialogue social. Et on voit bien que dans cette boîte à outils, la médiation sera un outil notamment pour désamorcer des conflits et expliquer les décisions prises. Et peut-être l'autre réforme importante, et je m'arrêterai là, parce qu'évidemment on a un temps serré, mais un temps contraint, qui sera un outil, un espace, on va dire, naturel de médiation, c'est la mise en place d'une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, à titre expérimental pour les fonctionnaires, c'est évidemment sur le plan des principes une petite révolution, puisque sans toucher le pilier, le fait que le fonctionnaire est dans une situation statutaire et réglementaire, puisque à la fin, ça se traduira quand même par une radiation des cadres, acte unilatéral, on crée bien un espace de négociation, de discussion, qui n'est pas forcément cadré juridiquement, puisque voilà, il y a clairement un espace, une marge discrétionnaire pour l'agent, cela va sans dire, et également pour l'administration, pour l'accepter ou la refuser, si elle est demandée par l'agent. Et on voit bien qu'on est dans une logique de contractualisation, de dialogue. Alors, le texte lui-même, qui sera publié, on l'espère, avant la fin de l'année, le décret d'application, prévoit un entretien obligatoire pour, là encore, une forme d'explicitation de la raison de l'initiative. Voilà, si c'est l'administration qui la suggère, qui la demande, qui la propose, ou l'agent. Alors, il n'y a pas de médiation en tant que telle, mais à la réflexion, on voit bien que ça pourrait être un espace pour le développement de la médiation. Bien, David a parlé de préjugés et d'absence de langue de bois. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état d'esprit aujourd'hui des syndicats de la fonction publique sur la médiation? Je ne parle pas du dernier élément que vous avez évoqué, mais en tout cas sur la médiation et je veux dire, le rapport dialectique entre situation réglementaire d'un côté, loi et règlement bien entendu, et puis le fait qu'on puisse traiter ou aborder une situation individuelle dans un cadre médié. Alors, évidemment, je serai très prudent, hein. Je ne peux pas m'exprimer au nom des organisations syndicales, et depuis que je suis en poste, depuis février, je n'ai pas été confronté à une situation de discussion sur ce sujet même. C'est vrai qu'au Conseil commun de la fonction publique, la dernière fois qu'un texte relatif à la médiation a été examiné, il y a eu un avis favorable, il y a eu quand même des avis défavorables, apparemment il y a eu un débat quand même, mais globalement, la majorité des organisations syndicales, pour rester prudent, hein, et ne pas en désigner une parmi d'autres, se sont ralliées au principe. Après, ces craintes, on les partage. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés en termes de respect du principe d'égalité. C'est un risque, autant le dire, hein. C'est pas un fantasme, ça peut être un risque qui doit être conjuré, qui doit être traité. Mais ce qui me paraît vraiment important, c'est que tous les acteurs, je pense aux employeurs publics, mais ça peut être aussi le cas des organisations syndicales et bien sûr des agents, doivent intégrer l'intérêt d'une médiation. Alors, on peut toujours intégrer évidemment le fait qu'on peut échapper à un contentieux, mais pour moi, ce n'est pas l'argument décisif, parce que finalement, les employeurs publics n'ont pas forcément peur du contentieux administratif, ils le pratiquent régulièrement. Il faut plutôt se mettre dans une perspective justement de ressources humaines. Et quelque part, l'intérêt, quand on est dans une relation de long terme avec un agent public, avec un fonctionnaire, le but, ce n'est pas forcément d'avoir raison et de le démontrer devant un juge. Alors évidemment, il y a des cas où ça s'impose, et où c'est parfois nécessaire, évidemment. Mais il peut y avoir des cas où ce qui est important, c'est plutôt de sauvegarder la relation à long terme, d'expliquer, donc au moins de tenter de désamorcer les conflits. Et je pense que les organisations syndicales peuvent le comprendre également.
Alors quand même un élément, donc dans les éléments qu'on a recueillis sur la médiation sur le terrain, dans les collectivités locales, au sein des ministères qui se sont lancés dans l'expérimentation, c'est que les représentants syndicaux ont pu être intégrés dans des processus de médiation. Notre optique, elle est simple, c'est qu'il faut qu'ils puissent en être, il ne faut pas non plus l'imposer. Toutes les configurations sont différentes, il faut éviter de rigidifier ces processus, mais dans certains cas, évidemment, leur contribution peut être extrêmement précieuse. Et pour revenir sur la rupture conventionnelle, on a prévu, le législateur et le pouvoir réglementaire évidemment l'a traduit dans le texte, que le conseiller syndical pourra accompagner l'agent qui le souhaitera dans un processus de rupture conventionnelle. Bien, je vous remercie. Didier Artus est vice-président au tribunal administratif de Poitiers, un correspondant médiation actif s'il en est. Didier, on parle souvent de nid à contentieux et on s'aperçoit souvent que dans nos contentieux de la fonction publique, on a un fonctionnaire qui a introduit 1, 2, 3 recours contentieux et là on s'aperçoit qu'on est vraiment dans une situation délicate, un peu perpétuelle, un peu bloquée et qui peut vraiment peut-être nous inviter à la médiation. J'aimerais avoir ton sentiment sur ce sujet et puis peut-être nous dire dans l'ensemble des médiations que vous conduisez à Poitiers, parce que je crois aussi que ton président, j'ai vu François Lamontagne, est ici, la place du contentieux de la fonction publique dans les médiations que vous conduisez à Poitiers. Oui, merci, Monsieur le Président, merci pour cette invitation. La place, d'abord, je commence par la dernière question peut-être, la place de la médiation administrative en matière de fonction publique par rapport à l'ensemble des médiations administratives conduites au tribunal administratif de Poitiers. Je crois qu'il n'y a pas de spécificité locale. En réalité, j'ai regardé les chiffres nationaux et ceux qui ont été donc donné au 31 novembre montre que on a à peu près 23% de contentieux de la fonction publique qui donc donne lieu à des médiations administratives et en fait au tribunal administratif de Poitiers on est aussi dans cet ordre de grandeur. Alors ça ne sert à rien, je pense, d'affiner davantage le chiffre, d'abord parce qu'on a un échantillon qui reste modeste à l'échelon d'une juridiction, donc on est vraiment dans cette proportion-là. Donc pas de spécificité particulière, mais au contraire, la confirmation que les données nationales sont vraiment, se retrouvent un peu partout, je pense. Alors, pour peut-être répondre un peu à ta question, moi j'avais envisagé de te présenter d'abord les dernières propositions. Les dernières propositions que j'ai faites de médiation en matière de fonction publique à partir donc depuis le mois de septembre dernier pour qu'on ait un peu peut-être un panel, une idée des questions qui se posent et qui peuvent donner lieu à médiation. Étant précisé que, comme l'a indiqué tout à l'heure la présidente Bonmati, moi je préfère effectivement, dès l'enregistrement de la requête, avec le concours de la greffière de chambre et puis les autres vice-présidents ou les autres magistrats, essayer de repérer donc dès l'enregistrement de la requête les dossiers qui se prêtent à la médiation. Par exemple, donc, une proposition de médiation, il s'agissait de la requalification en fin de contrat à durée déterminée d'une fin de contrat. Alors c'est la problématique que l'on rencontre assez souvent du refus de renouvellement d'un contrat et de l'ouverture des droits à l'allocation de retour à l'emploi par un centre hospitalier local. Alors effectivement, on sait que c'est toujours la question de savoir est-ce que véritablement l'établissement a proposé ou pas un renouvellement. Donc cette question, parfois sur le plan factuel, est délicate à trancher et donc se prête tout particulièrement à une discussion dans le cadre d'une médiation. Deuxième exemple, un refus de réintégration à temps partiel thérapeutique par un établissement universitaire suite à une disponibilité pour convenance personnelle. Là, on voit bien qu'on est dans une situation un peu difficile pour l'agent, mais aussi certainement pour l'administration, et qu'on peut rechercher une meilleure solution
pour garantir des relations de travail apaisées et dans des conditions donc satisfaisantes pour les deux parties. Troisième exemple de proposition, une indemnisation demandée de plus de 40 000 € à une chambre départementale des métiers et de l'artisanat suite à un licenciement pour une inaptitude médicale, mais consécutive à une situation alléguée de harcèlement. Je faisais allusion tout à l'heure, effectivement, nous avons beaucoup quand même de dossiers en première instance où on a des situations de harcèlement alléguées. Alors, la qualification juridique n'est pas nécessairement tout à fait la plus appropriée, mais en tout cas un mal-être au travail, avec une situation de dépression, de burn-out éventuellement de l'agent. Et là, on était totalement dans ce type de situation de harcèlement et une inaptitude médicale entraînant un licenciement et donc une indemnisation demandée par l'agent. Deuxième exemple, des dommages et intérêts demandés à hauteur de 25 000 € à la suite de l'exposition au tabac dans les locaux d'un musée, en raison de la carence invoquée de la collectivité locale à faire respecter la réglementation, avec effectivement une pathologie développée par l'agent. Donc, on est sur un contentieux indemnitaire où, manifestement, d'ailleurs, la réalité des faits était peu discutable, puisque la médiation a été ordonnée le 8 novembre dernier, et l'accord entre les parties vient d'être obtenu. Ce qui montre aussi d'ailleurs que c'est finalement une médiation qui a abouti en moins d'un mois, quasiment un mois. Hein. Donc, ce qui montre que là, il y avait sans doute matière à trancher ce litige rapidement, avec l'intérêt qu'on évoquait tout à l'heure, de la confidentialité. Finalement, la collectivité a peut-être intérêt à régler ce problème dans la discrétion, d'autant que le problème semble aujourd'hui résolu. Donc, peut-être encore 2 ou 3 exemples pour finir. Indemnisation pour harcèlement moral dans un grand centre hospitalier. Mais là, nous n'avons pas reçu, au bout d'un mois, l'accord de l'établissement donc pour entrer en voie de médiation. Contestation d'un placement en congé de maladie ordinaire, d'un refus d'imputabilité au service d'une maladie et d'une indemnisation des préjudices corporels en lien avec cette maladie. 3 dossiers contentieux distincts concernant un même fonctionnaire en conflit avec un grand centre hospitalier. La proposition est du 8 décembre et on a déjà le refus. Donc on voit que là, par contre, on a en défense effectivement une réponse rapide et négative. Enfin, et dernier exemple des propositions en matière de fonction publique, indemnisation d'un licenciement par un établissement national dans des conditions discutables. La proposition est du 30 septembre et depuis le 7 décembre, la médiation est en cours, ce qui montre que là aussi, l'établissement a accepté d'entrer donc dans ce processus de médiation. Voilà pour des exemples de propositions. J'ai évidemment des exemples aussi de médiation qui ont abouti, sur lesquels je pourrais revenir si tu le souhaites. Oui, on aura peut-être le temps de revenir un peu sur des cas concrets. Je voudrais maintenant m'adresser à Marc Philippon. Marc Philippon est directeur du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Loire, qui est situé, comme vous le savez, dans le ressort du tribunal. La caractéristique de ce département, comme celui du Puy-de-Dôme, c'est de participer à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière de fonction publique territoriale, dont nous parlerons beaucoup plus en détail cet après-midi. Mais j'ai demandé à ce qu'il participe à cette table ronde parce que les centres de gestion avaient préalablement à cette expérimentation une grande habitude de médiation entre des fonctionnaires des collectivités locales et leurs employeurs, souvent des maires. Donc j'ai demandé de venir aujourd'hui pour nous faire part de son témoignage. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez perçu, avant la mise en place de la médiation préalable obligatoire,
le développement de la médiation dans le département de la Haute-Loire, sur l'ensemble des collectivités locales, et puis peut-être quelques exemples de médiation, soit réussies, soit qui n'ont pas réussi, puisque de toute façon, de nos échecs, nous tirons toujours un grand profit. Donc je vous passe la parole, Monsieur Philippon. Merci, merci d'abord de cette invitation. Oui, c'est vrai que le CDG 43 a une culture de médiation depuis longtemps. Je crois qu'on était comme Monsieur Jourdain, on faisait de la médiation sans le savoir. Département de la Haute-Loire, beaucoup de communes rurales, petites communes, avec l'envie de bien faire, mais bon, sans savoir par quels moyens bien faire. Le centre de gestion est à mi-chemin, je dirais, entre l'employeur et l'agent. On n'est pas le défenseur de l'agent, on n'est pas non plus le défenseur de la collectivité. Donc, d'une manière institutionnelle, on est déjà bien placé pour ça. Et je crois que, d'une manière assez naturelle, les gens nous font confiance. Donc, voilà, on faisait de la médiation, mais sans que ça s'appelle comme ça, mais on permettait aux gens de se parler. On ne va pas beaucoup en parler ici, mais quand la loi sur la médiation préalable obligatoire est apparue, bien sûr, tout naturellement, on a voulu y aller, même si on a un peu hésité, dans le sens où on a dit, mais la médiation, ça peut marcher que si les gens le veulent. Alors si c'est obligatoire, est-ce que ça va pouvoir marcher ? En fait, ce qui est obligatoire, c'est d'essayer. C'est d'essayer d'aller en médiation, c'est tout. Après... même dans le cas du NPO, si la personne ne veut pas continuer, elle est tout à fait libre. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples concrets à présenter à la salle sur des médiations entre un fonctionnaire territorial et son employeur ? Oui, une récente qui vient de se terminer, est bien. Un agent qui était victime d'une maladie professionnelle. La maladie professionnelle, depuis 2 ans, il est en maladie professionnelle et la commission de réforme a bien vu que l'agent n'était pas encore en forme, mais a dit mais votre pathologie ne relève plus de la maladie professionnelle, elle relève d'autre chose. Donc, la commission de réforme donne un avis de mettre fin à la maladie professionnelle et de transformer la maladie en congé de maladie ordinaire. L'agent n'a pas compris. Mais pas du tout, parce que lui, il n'était pas en forme, et il a dit, mais pourquoi tout ça ? Donc il va voir un avocat, et l'avocat n'a pas eu d'autre moyen de faire un recours. La collectivité, du coup, appelle le centre de gestion, mais plus en tant que conseil juridique, en disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir répondre ? Et là, j'ai dit, mais ça vaudrait peut-être le coup que vous suggériez, avant de faire un mémoire en réponse, que vous suggériez au juge d'une médiation. Peut-être ça peut marcher. Et puis, bon, si ça ne marche pas, ben voilà, on verra comment répondre. Donc la collectivité, bien sûr, accepte la proposition. Le juge fait la proposition à l'agent qui accepte aussi. Donc la médiation a eu lieu. Et bon, je vais passer un peu vite, mais la première des choses, ça a été d'expliquer à l'agent qu'est-ce que c'était qu'une consolidation. Il ne comprenait pas, il ne savait pas ce que c'était. Il pensait que, parce qu'il n'était pas en forme, ça ne pouvait que relever d'une maladie professionnelle. Et il n'avait pas compris ce que c'était qu'une consolidation. Donc la médiation, ça a été l'occasion de l'expliquer. Et là, une des chances, c'est que j'ai pu faire intervenir au cours de la médiation le médecin du travail, en tant qu'expert, qui a pu dire à l'agent, à la collectivité, des éléments... voilà, il a pu expliquer justement ce que c'était, tout en respectant le secret médical. Ça a été, je crois, la clé de ce qui a fait qu'une solution a pu être trouvée. Les relations n'étaient pas complètement rompues, mais je pense qu'elles auraient pu se crisper si on était allé au contentieux, parce que la collectivité aurait voulu se défendre. Je pense que ça aurait été un peu compliqué. Du fait qu'on soit en médiation, la collectivité
a été très ouverte à la discussion et elle s'est engagée à ouvrir un poste, à créer un poste qui serait adapté à la pathologie, enfin à l'état de santé de la personne, qui ne pourra pas reprendre probablement à temps complet. Bon, il y a eu vraiment un échange où je crois que le profil de poste s'est construit entre l'agent et la collectivité. Et le médiateur que j'étais n'était que le simple témoin. Voilà. Ça, c'est une médiation réussie. Une autre, dans une grosse collectivité, un conflit entre deux agents. Un conflit entre deux agents, c'était un service fonctionnel. Ces deux agents ne se parlaient plus et toute la collectivité en subissait les conséquences. En fait, c'était quelqu'un qui était là depuis longtemps dans ce service, avait ses habitudes, mais avait aussi son professionnalisme. Et puis une jeune était arrivée dans ce service avec la fougue de la jeunesse, envie de faire beaucoup de choses, quelques maladresses. Bref, la greffe n'a pas pris, le conflit était devenu très important, au point, je vous dis bien, que ça gênait tout le monde. La collectivité leur suggère, leur dit avant que je prenne des mesures plus fortes, la collectivité donc, leur suggère à ces deux agents d'aller en médiation. Bon, certains y venaient un peu entraînant les pieds, mais puisqu'on me le dit, j'y vais, mais j'y crois pas du tout, me disait-il. L'autre se met en pleurs parce que c'est allé trop loin, on n'y arrivera pas. Enfin bref, je passe vite. À la fin de la journée, une fois qu'on a pu se dire les choses, qu'ils ont pu se dire les choses, vraiment, avec des moments difficiles, à la fin de la journée, ce sont eux qui bâtissaient, qui écrivaient sur le paperboard tout ce qu'ils pourraient mettre en place pour que leur service fonctionne. Ça, c'est vraiment un très très bon moment pour un médiateur. Et autant, ça a duré une journée, le matin était difficile, à midi, j'y croyais plus trop. La pause a permis de se remettre un peu les idées en place. Et l'après-midi, je suis parti sur les tout petites bribes de points d'accord que j'avais repérés le matin. Et puis, en tirant le petit bout de fil de laine, on a tiré. Et je vous dis, à la fin de la journée, c'est eux qui avaient rempli le paperboard sur toutes les propositions qu'ils pourraient faire ensemble. Voilà, 2 petits exemples qui ont réussi. Oui, ça permet de réagir un peu par rapport à ce que vous disiez sur le problème du fonctionnaire en situation légale réglementaire et les cas individuels, puisqu'on a souvent, nous, en bout de course, des cas individuels, mais avec beaucoup de souffrance, des situations délicates, des mises au placard, entre guillemets. Là, je viens en référé suspension d'ordonner une médiation qui va, enfin je l'espère, être assez courte pour un fonctionnaire muté dans l'intérêt du service. On sent qu'il est à bout de course, on sent que voilà, il faut qu'il admette peut-être un changement, mais il faut que son employeur le traite de façon digne, vu les services qu'il a rendus dans une collectivité que je nommerai pas, mais qui est comme par hasard, c'est le hasard situé en Haute-Loire. Voilà, c'est ce genre de cas, en réalité, qui nous conduisent à l'examen de situations individuelles. Je me tourne vers Libor Degani Hazard, qui est, alors là, s'il en est un pionnier de la médiation, qui est avocat et médiateur, qui fait partie du comité JAM, dont le vice-président du Conseil d'État a parlé tout à l'heure, avec Dominique Bonmati, François Lamontagne. Donc un comité qui réfléchit et qui nous apporte des réflexions tout au long de l'année sur le développement de la médiation. Souvent, en matière de fonction publique, le fonctionnaire n'hésite pas à se défendre seul, sans avocat, et souvent d'ailleurs avec talent, notamment quand ce sont des agents de catégorie A. La collectivité locale ou l'employeur public peut se venir en médiation également seul, sans le recours aux avocats. Alors je défends, comme M. Jouglet l'a dit tout à l'heure, la présence des conseils qui nous facilitent la tâche en médiation de façon très importante.
Mais dans le cadre d'une médiation fonction publique, et qu'un médiateur se retrouve seul face à l'employeur et face à l'agent, quelles sont les qualités nécessaires du médiateur pour pouvoir traiter un problème dont il sent bien qu'il a une longueur de temps qui ne se résout pas à une simple décision de justice, à un moment donné, un jugement qui finalement ne satisfait personne dans une situation délicate et remplie de souffrance. Merci Monsieur le Président de me donner la parole et merci pour cette invitation. Alors la question est très difficile parce que vous me demandez en même temps de lever ma casquette d'avocat et de mettre une casquette de médiateur en disant dans quel cadre, sans avocat, ça pourrait fonctionner. Alors, dont acte, ça fonctionne parce que les gens le veulent bien et je vais vous dire pourquoi, même sans l'avocat présent, ce que je ne conseille pas particulièrement, on peut imaginer que ça fonctionne et quel pourrait être le rôle du conseil en partant d'un cas pratique, puisqu'on a dit qu'on faisait un cas pratique. Vous savez, les fonctionnaires connaissent plutôt bien leur régime, connaissent bien leur statut et connaissent bien leur situation. J'ai un cas qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps qui s'est bien terminé d'ailleurs avec une demande, j'aurais pu prendre votre référé tout à l'heure puisque c'est à peu près la même chose, une mise au placard pour réorganisation du service et d'un côté vous avez une personne qui dit moi j'ai le droit, vous savez c'est mon droit, j'ai le droit et de l'autre côté l'administration qui dit mais moi j'ai un besoin qui est différent, j'ai réorganisé donc j'ai aussi le droit si je justifie objectivement. Le fait de parler avec un tiers qui est avant même de venir en médiation, parce que c'est ça pour moi la limite, la difficulté en matière de fonction publique, c'est de créer un vrai droit à la médiation, que les gens se sentent en médiation comme étant exerçant un droit et qu'ils ne croient pas que c'est en opposition par rapport au droit statutaire. À partir du moment où ce conseil lui a dit qu'il pouvait en médiation obtenir gain de cause, mais peut-être autrement, parce que notamment ce conseil lui a expliqué quelles étaient ses envies s'il y a une réorganisation du service et que ça se passait peut-être pas si bien que ça, et qu'il n'y était peut-être pas pour rien. D'ailleurs, lui-même manquait de motivation pour faire ce qu'il faisait et il aurait bien voulu faire autre chose. Ce ne sont pas des choses qu'on dit devant le juge, ce sont des choses qu'on ne dit pas non plus à son employeur, ouvertement, parce qu'on a peur de le renforcer ou de l'ancrer dans sa réorganisation. Donc, et de lui donner acte du fait qu'il a eu raison de changer l'organisation du service. Donc, en médiation en toute confidentialité, on peut plutôt passer de « j'ai droit » à « j'ai besoin » et adapter sur le « j'accepte » progressivement, ensemble. Et là, le paperboard ou pas, là en l'occurrence, il n'y en avait pas eu besoin, puisqu'ils se sont mis d'accord assez rapidement pour une formation, pour adapter la personne à quelque chose en plus qui lui donnait plus envie de faire. Maintenant, en contre-exemple, si vous voulez bien, une médiation qui commence actuellement, alors, comme vous le savez, je ne vous le cache pas, c'est pas en matière de fonction publique que je fais le plus de médiation, mais là, l'occurrence, c'est que ça tombe bien. J'ai été saisi d'une médiation il y a quelques semaines par une collectivité qui m'avait eu en médiation marché public et qui, dans son réflexe, dans le cadre d'une difficulté entre une ATSEM et une institutrice qui était en remplacement, est saisi par le directeur d'école qui lui dit « Moi j'ai un problème avec ce personnel au sein de l'école, ça désorganise mon école ». Dans cette situation où l'école, vous avez l'académie, l'inspecteur de l'académie qui a son mot à dire, qui écrit à la collectivité, qui dit « Il y a un problème, il faudrait y mettre fin », le RH qui dit « mais moi, mon personnel ne pose pas de problème », et qui propose une médiation. De l'autre côté, l'académie qui dit « oui, mais nous, on a un médiateur institutionnel pour ce faire ». Et la collectivité qui dit « oui, mais moi, je voudrais passer par autrement ». La vraie difficulté, c'était de mettre une culture commune, de dire que c'était un droit qui était unique, que ce soit devant un médiateur ou un autre, et de les mettre autour d'une table, qu'ils acceptent de se mettre d'accord sur le fait que ça pouvait être une médiation, alors que ce soit devant un centre de gestion, un médiateur institutionnel ou un médiateur autre, pourquoi pas avocat, ça pouvait être aussi une médiation. On est tous, chacun étant assez ancré
sur la catégorie de médiation ou de médiateur auquel il aurait le droit. Et ça, c'est une difficulté que je vois en matière de fonction publique, de dire qu'on ne ferme pas l'entrée en médiation en opposition au droit, c'est-à-dire le statut, ou au droit à son médiateur, que ce soit institutionnel ou que ce soit un centre de gestion. Bien, nous avons aussi souhaité que cette journée se passe vraiment en collaboration avec la salle. Est-ce que sur la médiation en matière de fonction publique, il y aura un témoignage, une réaction ou une question de l'une ou de l'un d'entre vous qui souhaiterait faire réagir un de nos grands témoins de la fonction publique? La première question qui est toujours la plus difficile. Monsieur le Président, juste pour vous lancer une question. Oui, sauf que je sais que vous êtes capable de vous poser à vous-même, en mais tant je veux qu'avocat, la question. Mais c'est moi qui vais vous pas la de poser la difficulté. question. Je vais vous la poser la question parce qu'il s'est passé dans ce cas-là le fait que l'Académie a donné l'autorisation à l'école, à la directrice d'école, d'accepter de rentrer en médiation autrement que par son médiateur. Je me demande si c'est un process qui est structuré ou pas. Je me suis posé la question et je vous la pose. Eh bien, je vais me tourner vers Didier, peut-être, pour voir si... Non, s'il souhaite répondre. Non, c'est une façon très habile, effectivement, d'essayer de résoudre le problème. Très honnêtement, et je raisonne vraiment sans y avoir réfléchi, c'est que effectivement, on a un médiateur de l'éducation nationale qui a une compétence pour intervenir sur les litiges qui sont dans son domaine ministériel. Mais si le juge prend l'initiative d'une médiation, il fait appel à un médiateur extérieur, et effectivement, rien n'interdit, au-delà des parties au litige devant le tribunal, que le médiateur appelle d'autres personnes qui sont concernées par cette médiation, y compris donc l'éducation nationale, alors même qu'il y a un médiateur de ce ministère. Donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière, mais je n'ai pas de meilleure réponse à faire. Est-ce que, alors moi j'avais une dernière question à te poser, c'est sur le choix des médiateurs en matière de fonction publique. Est-ce que vous avez eu des difficultés à créer le vivier ? Quel est le type de profil de médiateur fonction publique auquel vous avez fait appel? Alors, ça a été en réalité le premier travail à faire. Dès 2017, je suis allé à la pêche, pardonnez-moi l'expression, au médiateur. Nous avons eu de la chance parce que à La Rochelle, il y a un diplôme universitaire de médiation qui est proposé. Il y a donc une structure associative qui regroupe un grand nombre de médiateurs. Alors des médiateurs qui étaient plutôt évidemment habitués à faire de la médiation en matière familiale, en matière commerciale, et il a fallu aller les rencontrer, il a fallu les rassurer, leur dire que la médiation c'est d'abord renouer le dialogue, c'est d'abord de la communication. Ensuite, j'ai fait effectivement une démarche similaire sur Poitiers, puisque je suis au tribunal administratif de Poitiers. Il y a deux grosses structures qui regroupent des médiateurs sur Poitiers, qui avaient un petit peu, avec des médiateurs qui avaient un peu les mêmes profils, mais on trouve parmi ces médiateurs diplômés, soit d'un DU, soit d'un Master 2, des gens qui sont sensibilisés aux questions de droit public. Les agents immobiliers, par exemple, qui peuvent très bien être désignés pour des affaires en matière d'urbanisme. On a des gens qui ont aussi un profil d'avocat et donc qui sont évidemment très, très soucieux de la procédure et donc de la qualité d'un éventuel accord de médiation qui sera signé in fine. Donc cette démarche s'est faite. On n'a pas eu trop de difficultés. Il y a eu des petites formations spécifiques pour attirer l'attention des médiateurs sur les particularités de la médiation en matière administrative. C'est vrai qu'avoir une personne publique autour de la table, ça nécessite de s'assurer
que la personne qui représente cette personne publique est bien habilitée, qu'elle peut engager la personne publique. C'est vrai qu'on a attiré l'attention des médiateurs sur le fait qu'il fallait que ces personnes publiques préviennent leur comptable public pour éviter tout souci en cas d'indemnisation, que s'il y avait une assurance, c'était bien de les informer, etc. Mais tout un tas de précautions qui vont de soi, et ça va des fois mieux en le rappelant. C'est ce que nous avons fait, et finalement ce vivier, nous l'avons créé sans trop de difficultés. Oui. Oui, bonjour. J'avais une question liée en matière de fonction publique sur le coût financier que peut représenter une médiation pour des agents dont un certain nombre sont catégorisés, peu rémunérés, et l'idée pour eux de devoir financer une médiation peut ne pas aller de soi. Est-ce que c'est un obstacle ou pas? Et comment ça a pu être géré au développement de la médiation? Alors ça merci de votre question, mais ça fait bien le lien entre la médiation dont nous parlons ce matin et puis la médiation institutionnelle dont nous allons parler cet après-midi. Aujourd'hui, ce matin, nous parlons de médiateurs qui sont spécialement, je dirais, recrutés en quelque sorte par les tribunaux et qui sont rémunérés en tant que tels. Dans tout le secteur du juge du quotidien que nous avons en matière, et je parle sous le contrôle de M. Walter pour Pôle emploi, ou en matière de RSA du défenseur des droits, il est évident que si nous voulons développer la médiation envers des populations démunies ou défavorisées, la médiation doit être absolument gratuite. Il est hors de question qu'un quelqu'un qui a un indu de RSA à qui on réclame 353 € et qui a déjà du mal à se faire un calendrier de remboursement à 35 € par mois, on lui dise, vous partez en médiation, et bien entendu, la médiation va avoir un coût. C'est pour ça que dans la médiation conventionnelle ou libre, je défends personnellement l'idée que nous pouvons faire appel aux médiateurs institutionnels autant que faire se peut, partout où ils sont. Et j'ai déjà eu l'occasion, par exemple, d'utiliser le médiateur de l'éducation nationale, le médiateur académique à Clermont-Ferrand, pour faire une médiation qui relevait du champ de la médiation conventionnelle. Donc partout où c'est possible, et dans la mesure où les médiateurs institutionnels l'acceptent, et en général d'ailleurs l'accueil est plutôt, on en reparlera cet après-midi, l'accueil est plutôt favorable, si on veut développer la médiation en direction de personnes démunies, il est évident qu'il faut qu'on propose une médiation gratuite. Ceci étant dit, en matière de médiation, souvent, lorsqu'on notamment on aboutit à un accord, la personne publique prend à sa charge le coût total de la médiation. C'est ce qu'on ressent et ce qu'on voit, nous, de plus en plus se développer. Peut-être, Dominique, tu voulais peut-être intervenir une dernière fois? Non? Pardon? Une autre? Oui, madame? Bonjour, c'est une question à l'intention de Monsieur Blasi. Vous avez parlé de la fonction publique territoriale et vous n'avez pas du tout parlé du décret qui concerne la fonction publique hospitalière et qui instaure donc un médiateur national, des médiateurs régionaux et interrégionaux. Je voulais savoir si vous aviez un retour sur cette mise en place, si ce dispositif local qui doit être mis pour pouvoir solliciter le médiateur régional se met en place. Je vais vous décevoir, je n'avais pas d'informations précises d'évaluation sur la mise en place de ces médiateurs dans la fonction publique hospitalière. Désolé, mais on pourra, si vous voulez, on peut rester en contact et en reparler plus tard. Alors je peux vous donner l'information que dans les hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de Paris, ce service a été mis en place à l'intention de l'ensemble des professionnels. Ben merci, et je crois d'ailleurs que la directrice juridique de la PHP sera là cet après-midi. Tout à fait. Dernière intervention, monsieur le directeur, en guise de conclusion et pour vous donner le mot de la fin. Dans la table ronde précédente, on a parlé du droit à la médiation, du fait que monsieur Marcus a rappelé peut-être que l'administration pouvait être moteur, pouvait agir. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion sur le droit à la médiation
alors je vais peut-être un peu au-delà de la fonction publique, mais en tout cas, si on y reste, le droit à la médiation pour un fonctionnaire. Droit à la médiation, c'est peut-être un peu fort de le présenter comme ça. En revanche, que ce soit vraiment intégré dans la culture administrative, aussi bien des employeurs publics que des agents, que ça fait partie des solutions possibles à un litige, oui, bien sûr. Et il y a sans doute un travail de sensibilisation, je disais des employeurs publics, mais aussi des agents sur ce que c'est une médiation. Puisque finalement, ce n'est pas un juge bis non plus. C'est autre chose. Je crois comprendre, voilà, selon les éléments qu'on a pu faire remonter, que parfois les agents peuvent aussi penser qu'en réalité, ils vont avoir affaire à un expert juridique qui va se prononcer exclusivement en droit. C'est pas forcément le cas. Donc, droit à la médiation, je ne m'engagerai pas sur ce point. En revanche, développer fortement la culture de la médiation, absolument. Bien, je vous remercie à tous. David, Louis, je crois qu'on peut les applaudir. Bien, merci beaucoup. Donc j'appelle à la tribune les participants à la table ronde sur la police. Pendant qu'ils arrivent, je voulais juste sur la fonction publique peut-être dire deux choses. Il y a eu, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur le chiffre de 23% qui a été évoqué par monsieur Artus. En fait, effectivement, on constate qu'aujourd'hui, dans les médiations qui sont lancées dans les juridictions, 23% portent sur la fonction publique et ça en fait le premier poste avec les marchés publics et puis l'urbanisme qui vient un peu derrière. Mais il ne faudrait pas comprendre que 23% des contentieux de la fonction publique sont redirigés vers de la médiation. Ça serait trop beau. Ça, on l'espère un jour peut-être, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Deuxième chose, je vous invite vraiment, parce que c'est rare que le Conseil d'État ait à se prononcer sur la médiation et la légalité des médiations et des transactions. Et le vice-président a évoqué ce matin dans son discours une affaire vraiment très intéressante du centre hospitalier de Sedan du 5 juin 2019. Pour les férus de droit, je vous donne de jurisprudence, je vous en donne la référence, c'est le 412 732 que vous trouverez sur Légifrance ou sur Ariane Web. Et ce qui est vraiment intéressant, cette affaire, c'était une affaire de fonction publique, c'était une affaire de mise à la retraite pour invalidité, mais non imputable au service, alors que l'agent, lui, disait que c'était une invalidité imputable au service. Donc finalement, il a renoncé à son recours, moyennant une indemnisation, et le Conseil d'État a validé, en considérant que le simple fait de renoncer à un recours pour excès de pouvoir constituait une concession au sens de l'article 2044 du Code civil sur les transactions. Donc ça, c'est quand même un point important, parce que ça montre qu'effectivement il faut relativiser quand même beaucoup cette notion de concession réciproque. Voilà.